Oui, bah, juste pour commencer, c'est vrai que la première présentation que j'avais eu la chance de faire à la demande de Nicolas sur le dérèglement climatique au Café Collapse, on avait parlé de tout un tas de choses, beaucoup d'historique du GIEC, de comment fonctionne le GIEC, à quoi ça sert, comment les travaux sont construits, et des bases, on va dire, de la science climatique. Et il y avait deux choses qui avaient été très rapidement évoquées. D'une part parce qu'à l'époque, ça remonte à quelques années, on en était encore à la R5, au cinquième rapport du GIEC et pas au sixième, et donc les choses étaient moins étudiées. La première chose dont on avait parlé rapidement, c'était la non-linéarité de certains phénomènes. Pour des gens qui ne sont pas nécessairement scientifiques, c'est important. Et la deuxième chose, c'est qu'il existait, en plus des phénomènes non linéaires, des choses qui peuvent basculer de façon assez abrupte d'un régime à un autre. Et Nicolas avait dit que c'était passionnant et qu'un jour, il faudrait qu'on se penche là-dessus, d'autant que c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité et de plus en plus creusé dans le dernier rapport du GIEC. Alors en plus, on a eu la chance d'avoir Catherine qui a accepté de collaborer là-dessus. Et quand je dis collaborer, c'est même elle qui fait tout le travail, en fait, quelque part, vous allez voir. Hein. Parce qu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui est particulièrement compétent sur un des points de bascule qui est parmi les plus inquiétants à moyenne échéance. On parle souvent, quand vous regardez les informations à la télé, de ce qui va se passer en 2050 et en 2100. J'allais dire, c'est de la courte échéance, ça, au niveau planétaire, climatique, c'est demain 2050 et 2100. Mais il y a des moyennes échéances qui sont là aussi en embuscade, 2200, 2300. Et il y a des choses qui sont passionnantes là-dessus, même si elles sont un peu effrayantes aussi, je pense. Voilà. Je pense qu'avant toute chose, moi j'aimerais que Catherine se présente, que vous sachiez qui elle est, son parcours. Je trouve ça intéressant de voir quelqu'un qui est scientifique de longue date et comment on construit un parcours de scientifique. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où tu viens? Alors, je suis au CNRS depuis très très longtemps. Enfin, d'ailleurs, je suis à la retraite depuis un mois. Mais le CNRS a la possibilité de rester encore après. Donc, je suis ce qu'on appelle émérite. Et j'ai fait toute ma carrière sur l'écoulement de la glace et l'évolution des calottes polaires. Alors, ça peut paraître 40 et quelques années là-dessus. Mais en fait, ça change, ça évolue sans arrêt. Et c'est un métier où on apprend tous les jours des choses. J'ai encore appris des nouvelles choses pendant le confinement, où j'ai eu un peu plus de temps pour me plonger dans des nouvelles techniques. Et en fait, quelqu'un un jour m'a dit que j'étais la grand-mère de la modélisation des calottes polaires. Et c'est à ce titre-là, je pense, que j'ai eu le Seligman Crystal, qui effectivement était un honneur que je n'attendais pas et qui m'a beaucoup émue. Et ce que je veux dire, c'est que l'expertise que je peux montrer aujourd'hui, c'est ces 40 ans de travail, et c'est aussi d'avoir pu le faire dans le cadre de projets qui ont permis à toute l'équipe de travailler. Parce que c'est pas un travail qu'on fait tout seul, c'est un travail qu'on fait non seulement dans une équipe du CNRS, mais aussi au niveau international. Et on a été particulièrement soutenus, et je pense que c'est important de le dire, sur ce genre de sujet, c'est l'Europe qui finance des projets, qui a fait que la communauté européenne est très forte sur le genre de sujet dont je vais vous parler, parce que justement, il y a des projets à long terme, et on regrette quelquefois un peu que ça soit pas aussi facile au niveau national. Alors, je vais en rajouter quand même un petit peu. J'ai bien compris que c'est un travail d'équipe, c'est un travail CNRS, c'est un travail européen. Mais toi, à titre personnel, tu m'as dit, je crois, que tu as des compétences en mathématiques que tu as étudiées, en physique. Tu as commencé à faire des modélisations informatiques assez tôt aussi, c'est ça? Alors, juste pour qu'on recadre, tu viens de dire 40 ans de carrière, 40 ans les années 80.
Donc les années 80, c'est presque des bouliers au niveau de l'informatique, hein, on est d'accord, hein. Alors, les trucs où ça mettait une nuit entière à tourner et on avait un planning pour le temps de présence sur l'ordinateur, maintenant, ça doit mettre 1 milliseconde sur mon téléphone. Voilà, donc c'est des progrès énormes, mais on continue à faire des choses qui mettent une nuit entière à tourner quand même. Ah oui, non, mais de toute façon, on continue à faire des choses. Une nuit entière, c'est rien. On commence à se poser des questions quand ça met 1 mois, parce que là, du coup, on n'a pas le retour. D'accord. Et quand tu dis j'ai appris des choses nouvelles pendant la période du confinement, tu t'es amusé avec quoi? Tu peux détailler un peu? Avec l'intelligence artificielle et Python. Voilà, donc des mathématiques, de la géophysique, des sciences du climat, de l'informatique. Tu as fait du Fortran, c'est ça, hein, quand ça existait? Ah ouais, ça existe toujours. Ça existe toujours. Voilà. Donc, un parcours qui permet d'aborder des choses au niveau scientifique avec beaucoup de recul et quelque chose de large. Il y a 2 termes qu'on va essayer de définir, les boucles de rétroaction, et puis après on passera au point de bascule. Alors, les boucles de rétroaction, et qu'est-ce que tu peux en dire? Alors, les boucles de rétroaction, déjà, il y a un terme, le terme scientifique, c'est positive ou négative. Et en fait, c'est assez trompeur pour le public, parce que positif ne veut pas dire que ça va avoir un effet positif. En fait, une boucle de rétroaction positive, c'est une boucle d'un système qui amplifie le résultat. C'est-à-dire qu'on a une entrée dans un système, et la sortie elle-même fait que ça va réamplifier le système. C'est ce qu'on appelle couramment un cercle vicieux ou un cercle vertueux, selon que ça fait quelque chose dont on a envie ou pas. Mais mathématiquement, on dit juste positive. L'opposé de ça, c'est la boucle de rétroaction négative ou régulatrice. Et tout fonctionne avec des boucles de rétroaction négatives. Le corps humain, le système climatique, toute la régulation qui peut exister est essentiellement due à des boucles de rétroaction négatives. D'ailleurs, les images qui sortent d'ici sont d'un site sur les processus industriels. Donc c'est vraiment la façon dont fonctionnent tous les systèmes pour éviter d'exploser. Donc dans une boucle positive, on peut avoir une situation de départ, et selon le cas, soit la boucle explose. Alors, je vous rassure quand même, dans le système climatique, ça explose pas. Ça finit toujours par être limité. Alors, quelquefois, c'est limité par faute de combattants. Du genre, il y aura un moment, il y aura plus de glaciers de montagne, il y aura plus ça pourra pas exploser plus. Le blocage, c'est un grain de sable qui fait que plus rien ne marche, et ça peut être aussi la disparition d'une espèce. Les boucles de rétroaction modératrices, donc, qui sont ici, c'est on part d'un certain état et on finit par arriver à un endroit d'équilibre, parce que à chaque fois, quand on dépasse trop, la boucle de la rétroaction rappelle c'est une boucle de rappel, comme un ressort. C'est finalement au niveau biologique, les systèmes hormonaux, les systèmes de régulation sont essentiellement des boucles de rétroaction, alors qu'on va appeler négatives, mais qui sont régulatrices. On est d'accord sur le terme? Oui. D'accord. Si je peux... Peut-être que c'est une bêtise, mais ça, c'est une boucle de rétroaction positive. Oui, le Larsen, oui. Voilà. Et voilà. Le système qui s'auto-entretient et qui finit par arriver à un effet Larsen, qui est une forme particulière de boucle de rétroaction positive. Oui, oui. D'ailleurs, quand je cherchais les illustrations, je tombais très souvent sur le Larsen. Voilà, donc dans le système climatique, est-ce que tu peux nous donner des exemples de boucles de rétroaction qui sont connues, documentées? Alors, il y a 2 grandes rétroactions positives dans le système climatique, donc qui augmentent. La première, c'est la rétroaction entre l'albédo, c'est-à-dire la capacité à renvoyer l'énergie qui vient du soleil, et la surface de neige.
ou de glace, mais surtout de neige, parce que la neige renvoie plus vers les rayonnements que la glace. Typiquement, quand il y a un système, par exemple un champ de neige, plus il fait chaud, plus la neige fond. L'étendue de neige va diminuer, donc il va y avoir, l'albédo va diminuer, le rayonnement réfléchi va diminuer, mais le rayonnement arrivant étant toujours le même, il va se transformer en absorption de chaleur par la terre en dessous ou par la neige elle-même, et ça va faire augmenter la température ou directement fondre la neige. Et en fait, on voit bien que ce genre de phénomène va tourner en rond, et ça va s'appliquer à la neige, à la glace de mer, aux calottes de glace, aux glaciers. Et c'est sans doute la rétroaction qui est à l'origine de l'amplification arctique. L'amplification arctique, c'est que quand il y a un changement, disons, de 1 degré de moyenne, de température en moyenne sur Terre, dans la région arctique, il y a à peu près le double. Ce système est vraiment crucial pour les rétroactions. Et d'ailleurs, Lovelock avait écrit il y a très longtemps un exemple avec des pâquerettes blanches et noires qui se développaient pour finalement se retrouver exactement à la température où elles étaient le mieux, et quel que soit le forçage de leur soleil. C'est aussi ce qui explique que la Terre a pu, à certaines périodes, tomber dans l'état boule de neige. Parce que si la neige s'étend, si la mer gèle, ça fait un albédo de plus en plus grand pour l'ensemble de la planète, et au bout d'un moment, on se retrouve avec une planète couverte de neige. Et il y a des évidences géologiques que c'est arrivé plusieurs fois dans le passé. Donc tu as 2 autres exemples là sur ta diapositive, la vapeur d'eau et la couverture nuageuse aussi. Alors la vapeur d'eau, c'est plus il fait chaud, plus il va y avoir, d'une part, va y avoir de l'évaporation des océans et des continents, et aussi plus l'atmosphère va pouvoir contenir d'eau, parce que la quantité d'eau que peut contenir l'atmosphère, c'est la pression de vapeur saturante, et ça dépend d'une façon exponentielle de la température. Donc, s'il y a plus d'eau dans l'atmosphère, la vapeur d'eau elle-même est un gaz à effet de serre, donc ça va augmenter le gaz à effet de serre, donc ça va faire réchauffer l'atmosphère. Mais en plus, de temps en temps, la vapeur d'eau va va se condenser et va faire des nuages. Et les nuages, alors il y en a une partie qui va faire de l'ombre et qui du coup va avoir une rétroaction régulatrice, qui va refroidir, et une autre partie, les nuages de haute altitude, qui eux vont faire un couvercle, et ça va être une rétroaction amplificatrice. Dans le dernier rapport du GIEC, a fait après vraiment des études, ça fait très longtemps que les gens travaillent là-dessus, et dans le dernier rapport du GIEC, il semble que la rétroaction au global des nuages soit positive, c'est-à-dire amplificatrice. Ce qui n'est pas très positif en fait. Ouais, qui n'est pas très positif. Et enfin, celui dont vous avez peut-être entendu parler, c'est le dégel du pergélisol arctique. Dans l'hémisphère nord, dans le nord de l'hémisphère nord, il y a une grande partie de terre qui est gelée. Pendant l'été, il y a une petite couche de 1 mètre d'épaisseur à peu près qui dégèle, et il y a de la végétation. Mais comme ensuite il refait froid, cette végétation, elle n'a pas été détruite par les petites bestioles. Elle est restée comme elle était. Donc ça, c'est emprisonné dans la glace. Si le climat se réchauffe, ces couches de glace, de sol gelé vont fondre, ça va libérer la végétation qui a été emprisonnée il y a très longtemps, et là, les petites bestioles vont se mettre au travail, et ça relargue du méthane. Parce que la végétation, c'était du carbone, et le problème de la première étape, c'est que ça relargue du méthane, et le méthane est 20 fois plus efficace que le CO2 pour réchauffer l'atmosphère. Ce qui, forcément, pose un problème. Et du coup, ça réchauffe, et ça rentre dans une boucle de rétroaction aussi. Le nord de l'Arctique, pour le pergélisol, et tout le plateau aussi tibétain, si mes souvenirs sont bons.
Donc ça fait des grosses surfaces, ça, quand même. Ah oui, je sais plus, c'est une fraction pas négligeable de l'hémisphère nord, en fait. Ouais. On est en train de parler de systèmes avec des rétroactions positives, on pourrait parler d'emballement finalement avec ça, hein, puisque plus ça chauffe, plus ça chauffe. Est-ce que c'est pas un peu plus compliqué en fait dans la réalité? Alors, cette slide vient du film d'Al Gore. C'est juste pour donner une idée de à quel point toutes les choses interagissent les unes avec les autres. Moi, avec une calotte polaire, je peux vous faire un schéma aussi compliqué juste avec la calotte polaire. Donc, en fait, toutes les choses sont liées et c'est pas toujours aussi facile à illustrer qu'une boucle qui tourne et où on voit bien toutes les étapes. Souvent, il y a une association entre plusieurs processus et quelquefois même l'association c'est la suppression d'une rétroaction régulatrice et non pas l'apparition d'une régulation amplificatrice. Donc le système Terre est extrêmement compliqué. On laisse ça un petit peu de côté, on passe au point de bascule, parce que là c'est aussi passionnant, on va dire. Qu'est-ce que c'est qu'un point de bascule en fait, si tu dois le définir? Moi j'ai des idées, mais... Alors tout d'abord, on voit que dans les points de bascule, ça dépend aussi des états d'équilibre. Un état d'équilibre, souvent on le représente comme une bille sur une surface. Donc vous avez ici un état stable, la bille elle peut pas sortir, même si elle bouge un petit peu à cause de la variabilité, parce qu'on la secoue un peu, elle va pas sortir. Ici vous avez un équilibre instable, mais honnêtement les équilibres instables comme ça, il n'en reste pas beaucoup parce que ça dure pas longtemps. Donc le plus souvent, c'est plutôt une instabilité conditionnelle, c'est-à-dire qu'il y a un autre petit creux à un endroit et la bille, si on secoue trop, elle va sortir, mais elle peut rester pendant un certain temps là-dedans. Alors en termes de système, la façon dont on peut décrire les points de bascule, ou pas points de bascule, c'est résumé ici. Donc ici, quand vous avez une grande... Alors, en bas, c'est le paramètre de contrôle. Suivant l'axe horizontal, c'est le paramètre de contrôle. Ça peut être, par exemple, la température. Et dans l'axe vertical, c'est l'état du système. Ça peut être... Alors ça vient d'un article de glaciologie, donc en fait, c'était la quantité de glace. Vous pouvez avoir un système qui évolue, il y a un gros changement dans le paramètre de contrôle, la température augmente beaucoup, et il y a un changement respectable dans la quantité de glace. Mais si on refroidit à nouveau, ça revient à son état d'avant. Ça, c'est un changement linéaire. Après, on peut avoir un changement qui varie dans sa pente. C'est-à-dire qu'au début, ça varie pas beaucoup, puis brusquement, ça varie un grand coup, puis ensuite, ça redevient redevient avec une pente plus faible. Alors ça, il y a pas mal de discussions pour savoir si c'est un point de bascule ou pas. C'est la pente, la vitesse de variation a changé, mais certains auteurs considèrent que c'est un point de bascule, et certains auteurs non. Alors, par exemple, la glace de mer. La glace de mer a plutôt un comportement comme ça. Mais si on refroidit à nouveau, ça se reforme. Avec un petit bémol, c'est que la glace de mer dans l'Arctique, par exemple, si on fond toute la glace de mer l'été, celle qui va se reformer en hiver, elle va être plus fine, donc elle va être plus facile à refondre l'année suivante. Donc en fait, c'est pas complètement un retour parfait, mais quand même pas loin. Et puis, il y a ces systèmes-là. Alors, ces systèmes-là, ça a l'air compliqué, mais je vais essayer de vous expliquer ça tranquillement. La branche du haut, ici, est une branche stable. C'est comme si le système avait deux états stables. On pourrait dire, par exemple, un ici, puis un en dessous. La branche du haut est un état stable, et la branche du bas est un état stable aussi. Ce qui se passe, c'est que, par exemple, alors c'est toujours de la glace et c'est toujours de la température, on réchauffe et la quantité de glace diminue.
elle arrive à un moment où il y a une instabilité, un point de bascule, et elle passe directement dans l'autre branche de sable. Alors, la glace, c'est un fluide, hein, c'est comme de l'eau, sauf que ça coule quand même beaucoup moins vite. Donc en fait, souvent, ça se passe d'une façon bien plus lente avec un système progressif. Mais la question, c'est que quand on repart en marche arrière, c'est-à-dire quand on refroidit à nouveau, il faut repasser jusqu'à ce niveau-là pour pouvoir sauter sur le système, sur la branche stable du haut. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle l'hystérésis. Alors, il peut y avoir plein d'analogies. Tu m'avais parlé de la confiance. Quand on perd la confiance, quand on n'a plus confiance en quelqu'un, ça met très très longtemps à retrouver. On peut penser au masque, par exemple. Et ça, c'est un mécanisme, l'hystérésis, qui est vraiment typique du point de bascule. Alors, à son terme, on peut aussi avoir un système comme ça où il y a carrément, c'est plus possible de revenir. On peut penser à la disparition d'une espèce. Une fois qu'il n'y a plus un seul individu, ou même un seul, mais pas du mot, mais ça suffit. Je t'avais donné un exemple d'ailleurs pour illustrer le système D où il n'y a pas de retour possible sur quelque chose qui est en plus une boucle de rétroaction régulatrice, le ressort qui, quand on l'agite, va revenir vers la position initiale, mais si on dépasse les capacités d'élasticité du ressort, il perd ses propriétés élastiques et c'est plus un ressort, c'est une tige de métal. Donc on passe d'un état stable de celui où c'est un ressort qui régule à celui d'un état stable aussi de la bête tige de métal qui ne va plus rien réguler du tout. Est-ce que tu as des équivalents climatiques sur ce type de comportement? Alors, on a un équivalent avec la neige, toujours. Non, c'est bien ici. Quand il fait très froid, il ne neige pas beaucoup. Et puis ici, le temps se réchauffe, on peut avoir des fortes précipitations. Mais quand même, quand on dépasse 0,1 degré, c'est plus de la neige qui tombe, c'est de la pluie. Et à ce moment-là, on bascule complètement dans le système où il y a plus de. Et une fois que la pluie est tombée, même si on refroidit la température, c'est pas ça qui va faire reneiger. D'accord. Donc on a un équivalent finalement climatique au ressort qui casse à un moment. Oui. Il y a sûrement plein d'exemples. Les rétroactions ne sont pas toujours dans le même sens en fait. Elles peuvent être dans un sens, dans une gamme, et puis quand on sort de la gamme, elles sont dans l'autre sens. D'accord. Point de bascule, toi il y en a un que tu connais particulièrement bien, c'est celui de l'Antarctique, mais dans le dernier rapport du GIEC, on parle de pas mal de points de bascule. Tu peux en parler un petit peu des différents points de bascule qui sont cités? Alors, cette figure représente des points de bascule qui sont bien identifiés. La couleur, c'est à quel niveau est le seuil. Donc en jaune, c'est de 1 à 3 degrés. Et en rouge foncé, c'est supérieur à 5 degrés. Donc vous voyez qu'il y en a quand même plusieurs qui sont sur le point de... Parce que je vous rappelle qu'on est à 1,1 degré en moyenne globale. Les coraux, par exemple, sont vraiment déjà... on entend sans arrêt que les coraux ont blanchi et les coraux sont vraiment proches dans le point de bascule. Il y a le Groenland. Alors, on estime que le point de bascule est entre 1,5 degré et 2 degrés. J'expliquerai plus tard pourquoi. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a beaucoup de glace là-dedans. Et il y a beaucoup de glace. Alors d'abord à cause de l'effet d'albédo, et puis parce que la glace et l'eau, ça a un effet de seuil qu'on peut pas nier. C'est-à-dire, quand on arrive à une certaine température, ça fond. Et ça se reforme pas de la même façon quand on rabaisse la température. Et c'est le fait qu'il y ait ce seuil qui fait que la glace et la neige participent à beaucoup de points de bascule. Je parlerai des calottes et des glaciers après. Alors, une chose quand même qui est intéressante, et on en a parlé tout à l'heure entre nous,
on voit des flèches entre tous ces points de bascule quand même, sauf quelques-uns qui sont un peu isolés, mais sinon la plupart sont reliés les uns aux autres, hein, et en particulier les points de bascule les plus récents, on va dire, ceux qui sont de 1 à 3 degrés, enfin les plus proches. Pas les plus récents, ouais. Les plus proches sont reliés à plein d'autres. Hein. On voit la circulation thermohaline qui est reliée au Groenland, qui est reliée à l'Arctique, qui est reliée à l'Antarctique. Enfin bon, il y a quand même des liens forts entre. La circulation thermohaline, c'est la grande circulation profonde qui régule l'océan. Il y a aussi une circulation en surface, mais c'est la grande circulation. Cette circulation a un gros moteur dans l'Atlantique Nord, un moteur secondaire en Antarctique, dans la mer de Weddell. Ce qui se passe, c'est que quand il y a un afflux, ces moteurs, c'est des plongées d'eau. L'eau plonge en profondeur, essentiellement parce qu'elle est froide, donc plus lourde, et plus salée. Et en fait, ce qui peut se passer, c'est que s'il y a plus d'eau fraîche, alors de l'eau fraîche, ça peut être une calotte glaciaire qui fond, ça peut être des pluies, ça peut être des choses comme ça. Plus d'eau fraîche dans l'Atlantique Nord, ça va réduire la plongée des eaux profondes. Et ça va réduire toute la circulation comme ça. Il y a eu des époques de la Terre où, au contraire, c'était l'évaporation qui faisait ce genre de choses dans la mer Rouge. Donc, en fait, c'est vraiment le fait que l'océan soit biphase avec la densité et la salinité qui fait qu'il peut avoir des mouvements comme ça de plongée des eaux profondes. Donc forcément, le Groenland va avoir une action sur la circulation thermohaline, qu'on appelle souvent, maintenant on l'appelle plutôt l'AMOC, c'est la circulation profonde de retournement. Ça met plusieurs années à faire la boucle du monde. Elle descend dans l'Atlantique, elle tourne autour de l'Antarctique et elle revient par l'Indonésie, le courant des aiguilles, et puis elle remonte après. On le verra un petit peu après, plus en détail peut-être. Et j'avais une question peut-être de détail. Je suis pas sûr de comprendre pourquoi permafrost c'est indiqué à degré global de réchauffement, alors qu'il me semblait qu'il y avait déjà un relâchement de méthane lié au début de la fonte du permafrost. Alors, il peut y avoir un relâchement de méthane. On peut être dans la partie linéaire où c'est pas encore la bascule. C'est ça la différence. Tu peux être dans une partie comme ça. C'est pas parce qu'il se passe déjà quelque chose que on est sur le point de bascule. Ça a été aussi, c'est une des nouvelles récentes du GIEC, c'est qu'en fait cette rétroaction sur le permafrost pourrait compter au maximum jusqu'à 20% dans le changement climatique, pas l'explosion qu'on avait suggérée avant. Sinon, il y a aussi la forêt boréale avec les incendies. Plus il fait chaud, plus la végétation sèche, plus les incendies risquent de se développer. Les incendies eux-mêmes envoient du carbone dans l'atmosphère, ce qui n'arrange pas les choses. Pour l'Amazone, c'est un peu différent. C'est que l'Amazone, il y a une partie de l'eau qui nourrit l'Amazone, qui arrose l'Amazone, c'est l'Amazonie, ça vient de l'océan, mais il y a une grande partie qui est recirculée, c'est-à-dire les arbres eux-mêmes font de ce qu'on appelle de l'évapotranspiration et on estime que si on enlevait 40% de la forêt amazonienne, il n'y aurait plus assez d'humidité et elle basculerait dans une savane. Elle deviendrait une savane. Ça, c'est sans changement climatique. Avec le changement climatique, on est descendu à des chiffres comme 20% de la forêt amazonienne qui manque et pour l'instant, on en est à 17%. Donc, on n'est pas loin. Alors, tous ces points de bascule ne sont pas des rétroactions.
Les coraux, par exemple, si on regarde juste les coraux, ben, ça se réchauffe, ils blanchissent, ils meurent. Mais ils n'ont pas, sur le coup, une grosse rétroaction sur le réchauffement climatique. Ils ont une grosse rétroaction sur le danger que le niveau des mers amène sur les côtes, par contre, parce que les coraux, ils cassent les vagues. Mais tout n'est pas... même les glaciers de montagne, c'est pas forcément une grosse rétroaction. Simplement, ils sont victimes du changement global. Donc, on est d'accord, il y a deux notions différentes là dont on a parlé. Il y a les rétroactions qui peuvent amplifier ou inhiber des phénomènes. Et là-dedans, dans ces points de bascule, il y en a qui sont des rétroactions. Mais les points de bascule, c'est passer d'un mode de fonctionnement à un autre. C'est changer de fonctionnement, d'univers, de comportement, d'équation, etc. C'est bien deux choses distinctes, même si elles peuvent être intriquées. Tout à fait. Oui. Ces points de bascule sont définis comme la disparition de phénomènes bien identifiés et connus à l'échelle de la planète. Est-ce qu'on peut avoir des points de bascule qui seraient définis comme l'apparition, je sais pas, d'oscillations, de nouveaux phénomènes? Ah oui. Oui, oui. Et il y en a qui sont identifiés, il y en a qu'il faut craindre ou pas? Parce que là, vous avez présenté cette image comme l'ensemble des points de bascule connus. Est-ce qu'il y en a qui sont... Alors, il y a sûrement beaucoup plus de points de bascule que ça. Là, c'est ceux qui sont suffisamment globaux pour être notés. Mais il y a beaucoup plus de points de bascule. Même en Antarctique, typiquement, chaque bassin versant, c'est un point de bascule différent, avec un seuil différent. Donc, c'est un peu difficile à dire. Oui, il y a des choses qui pourraient se créer. Et dans le passé, on a vu des points de bascule qui ont construit quelque chose. Hein. La Terre alternait depuis plusieurs millions d'années entre des périodes froides et des périodes chaudes. Pendant les périodes froides, il y avait d'énormes calottes de glace qui couvraient l'Amérique du Nord et la Scandinavie, enfin la Phénoscandie. Et ça, c'était une construction. Et ça répondait aussi à un point de bascule, en fait. Alors, dans le même ordre d'idées, j'ai plus la source exacte en tête, mais il me semble avoir lu qu'au-delà d'un certain réchauffement, on se posait la question d'avoir des cyclones qui se forment au milieu de l'Atlantique et qui, au lieu de se contenter d'aller sur la côte des États-Unis, pourraient remonter jusqu'en Europe. Ce qui serait là aussi quelque chose de nouveau. Alors, je ne sais pas si on peut parler de construction parce que c'est très destructeur, mais néanmoins, c'est quelque chose qui, pour l'instant, n'existe pas, de voir des cyclones de catégorie 4 ou 5 toucher la côte de l'Irlande. Voilà. Mais c'est des choses qui sont encore des hypothèses de travail dans ce que j'avais lu, qui ne sont pas des choses confirmées. Néanmoins, je crois qu'il y a 2 ans, il y a un cyclone qui est remonté assez loin dans l'Atlantique Nord et on s'est posé la question de savoir quand est-ce qu'il toucherait les côtes de l'Irlande. À ce moment-là, elle a été prise dans ce retour totalement inconnu de l'ouragan que sur l'Irlande. Ah ouais. Ok. Et par exemple, El Niño, en fait, c'est une oscillation entre El Niño et La Niña. Et en fait, il pourrait basculer dans un mode où il n'y aurait plus d'oscillation, où il resterait bloqué sur un des modes. Je ne sais plus lequel. Mais, et alors, c'est une forme de construction, quelque chose qui variait avant devient permanent. Alors, ton domaine de compétence, c'est les calottes polaires. On a beaucoup parlé dans les journaux et avec un certain, alors on dit doomisme en anglais, catastrophisme. Le glacier de l'apocalypse. Le glacier de l'apocalypse. Bon, tu peux nous décrire ça calmement? Alors, oui, alors nous, ça fait 30 ans qu'on alerte sur ce glacier-là. Donc, le glacier de l'apocalypse, en fait, il est là juste. Il s'appelle Thwaites. Son petit voisin qui est juste au-dessus, qui s'appelle Pine Island Glacier, lui, il a déjà basculé dans son point de bascule. Et toute cette région-là, en fait, est sensible. Alors, cette carte montre les variations d'altitude de la surface. Donc, en fait, quand c'est rouge, c'est que c'est en train de s'effondrer. Et on voit que c'est pas partout pareil, mais qu'il y a clairement quelque chose qui se passe dans cette région-là. Alors, l'histoire,
c'est qu'il y a une instabilité. Alors il n'y a pas, c'est pas vraiment une rétroaction en fait aussi là non plus, sauf si on considère une rétroaction très mathématique ici. Mais ce qui se passe, c'est que la calotte glaciaire, quand elle arrive sur la côte, il fait -10 à peu près en moyenne annuelle autour de l'Antarctique, donc en fait ça fond pas en surface. Mais du coup, la glace, elle arrive sur la côte, elle va sur l'océan et elle se met à flotter. Et ce qui se passe, c'est que quand le socle descend vers l'intérieur comme celui-là, ce qui est extrêmement banal sous une calotte glaciaire, parce que sous le poids de la glace, le socle rocheux s'enfonce. Donc en fait, c'est normal qu'au centre, ce soit plus profond que sur les bords. Quand il se passe ça, il y a une zone interdite. La zone interdite, c'est toute la partie où le socle s'enfonce vers l'intérieur. Donc il y a une position d'équilibre qui est sur le bord, et qui est équilibrée par les frottements que la partie flottante a sur soit des îlots larges, soit les bords de la baie. Mais si l'océan fond cette partie flottante, éventuellement c'est même arrivé que certaines éclatent. En une semaine, il n'y en avait plus, ou alors il y a un gros morceau qui se détache. À ce moment-là, la force qui retient la glace disparaît ou s'amoindrit, et la glace peut avancer plus vite. Si elle avance plus vite, elle va s'amincir, mais comme l'endroit où ça flotte, ça dépend de l'épaisseur de glace, c'est Archimède, du coup, elle va reculer pour retrouver l'endroit où ça flotte. Et il y a une rétroaction qui est que le flux de glace à cette ligne juste la ligne où ça commence à flotter, ce qui s'appelle la ligne d'échouage, ça dépend de l'épaisseur à la puissance 7. Donc forcément, en fait, le flux augmente, ça vide encore plus, ça recule, et donc on a typiquement une boucle. Alors c'est pas une boucle de rétroaction, mais une boucle d'emballement. Et en fait, la calotte est instable dans toute la partie où le socle s'enfonce vers l'intérieur. Ça marche dans les deux sens. Elle pourrait aussi très bien avancer d'un coup, très rapidement. Elle a juste pas le droit d'être au milieu. Et c'est ce qui se passe dans cette région-là. Pour l'instant, on est dans le cas du haut, pour le glacier Thwaites, mais on sait que la région où le socle s'enfonce, c'est des centaines de kilomètres. Le bassin versant lui-même a l'équivalent de 70 cm de niveau des mers. Donc en fait, on sait que pour l'instant, il y a un petit seuil qui fait que c'est un peu bloqué dessus, et puis il y a une petite partie flottante. Alors ce qui se passe, c'est que cette partie flottante, il y a eu des courants chauds océaniques, et cette partie flottante est en train de se fracturer. En allant sur le terrain, une collègue a mesuré avec un radar que non seulement ça se fracture en surface, mais ça se fracture aussi au fond. Et c'est en fait toute cette région-là est l'objet d'un énorme jeu de projets glaciologiques, océaniques, dans le domaine anglo-américain. Et donc ils ont vu, en voyant comment se propagent les crevasses, ils estiment que dans 5 ans, ça va complètement casser. À ce moment-là, le glacier Thwaites qui est au-dessus, il a accéléré ces dernières années. Il risque de partir. À quelle vitesse? Alors là, par contre, ça dépend des paramètres qu'on met dans les modèles pour estimer ça. Mais c'est clairement un risque. Je pense que dans tous les modélisateurs de calottes glaciaires, il n'y en a pas qui disent l'Antarctique de l'Ouest peut pas se vider. Non, c'est pas vrai. On sait tous que ça peut se vider. Après, on a des discussions pour savoir si ça va être en 300 ans ou en 1000 ans. Mais à long terme, de toute façon, on n'a pas vraiment d'espoir que l'Antarctique de l'Ouest reste, à moins d'un refroidissement drastique du climat. Alors, je vais t'interrompre avant que tu passes au Groenland là-dessus. Tu as 300 ans, 1000 ans, c'est important quand même parce que tu as dit juste 70 cm de montée du niveau des mers, mais pour un seul phénomène, un bassin versant, un glacier. Ça veut dire qu'on ne sait pas si on a
150 ans pour s'adapter à 50 cm de montée, ou 300 ans, ou 500 ans? Alors des digues, ça se prévoit longtemps à l'avance et en général on essaye de les prévoir pour plusieurs dizaines d'années. Le problème c'est que quand les choses s'accélèrent, si on construit une digue qui va protéger la côte que pour 10 ans, c'est un peu problématique. Et il n'y a pas que ce glacier-là. Il y a, vous voyez ici aussi, là, il y a un petit côté qui est rouge. Et puis en fait, en bas, il y a aussi des glaciers qui ont la bonne conformation pour avoir des problèmes. Eux aussi, ils ont un petit seuil. Et surtout, leur océan est froid. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a deux points de bascule. Il y a un point de bascule glaciologique. On retire la partie flottante, le glacier, il n'a plus de frein, il court. Et puis, il y a un point de bascule océanique où l'eau qui est sous la partie flottante, elle passe de froide à plus chaude. C'est jamais extrêmement chaud, mais de froid à plus chaud. Dans la mer d'Amundsen, ici, c'est déjà chaud, la cavité est déjà chaude. Par contre, ici, la cavité est froide et ici, elle est en train de se réchauffer. Donc en fait, il y a deux points de bascule à considérer qui font comme un effet domino. L'océan réchauffe et ensuite, ça casse la partie flottante et ensuite, ça peut partir. Le seuil qu'on donne pour ça, c'est 1,5 degré, 2 degrés de changement global, au moins pour la partie dans la mer d'Amundsen. Parce que bien évidemment, si ce glacier part, tous ceux qui sont en Antarctique de l'Ouest et qui ont le même dôme, ils vont pas pouvoir tenir. Donc en fait, l'Antarctique de l'Ouest, c'est à peu près 3 mètres de niveau des mers. Mais la seule discussion qu'on a, à vrai dire, c'est sur la vitesse. Le Groenland, lui, il a une rétroaction bien identifiée qui s'appelait avant la rétroaction des petites calottes et qui est la rétroaction entre l'altitude et la température. Si on regarde le Groenland, par exemple, comme ici, où il y a la calotte est ici, si ça se réchauffe, la calotte va s'affaisser. Et c'est ce qu'on voit sur l'image ici. La calotte va s'affaisser. Mais on sait bien que plus on est bas en altitude et plus il fait chaud. Donc en fait, là, il y a vraiment une rétroaction qui se met en place et qui fait que on peut même imaginer si tout le Groenland passe au point de fusion, il a plus aucun espoir. Même s'il reste encore une grosse masse de glace, il n'a plus aucun espoir. Et là, il y a une grosse boucle d'hystérésis. Il faudrait vraiment redevenir très froid pour arriver à le reconstruire. Les glaciers de montagne, eux, en fait, ils sont représentés un petit peu sur celle-là. Les glaciers de montagne, ils ont leur montagne pour leur garder l'altitude. Donc c'est pour ça qu'un glacier de montagne, il est moins sensible. Il n'a pas cette rétroaction. Quand il fait trop chaud, il perd les parties vulnérables, il remonte, puis il attend que ça se passe. Mais éventuellement, il peut trouver un autre état d'équilibre. Alors que le Groenland, une fois qu'il est passé en dessous de sa ligne, il peut très bien s'effondrer complètement. Alors, plus ou moins vite, c'est quand même des grosses masses de glace qui mettent du temps à s'écouler. Mais plus on chauffe et plus ça va vite. Plus l'albédo. Plus l'albédo. Le passage de neige à glace, comme la glace a un albédo beaucoup plus faible que la neige, le passage de neige à glace fait que ça augmente la fonte d'une façon très importante. Alors, avec ces deux calottes, bien sûr, il y a la circulation thermohaline, la MOC. Actuellement, dans l'Atlantique, il y a un courant de surface qui est le Gulf Stream et qui ensuite remonte en léchant nos côtes. Et puis, il y a la plongée des eaux profondes dont je vous ai parlé, qui est là, et puis qui ensuite va vers l'Antarctique. Dans un régime plus chaud, où il y a plus d'apport d'eau douce, en particulier par la fonte du Groenland, la plongée des eaux profondes risque d'être affectée. Et ça, ce que ça fait, c'est que y a une conservation de la masse d'eau. Donc en fait, l'eau qui monte ici,
S'il y a un grand courant très puissant, bah forcément pour pas que ça se vide, il y a le courant va monter. C'est sûr que si la plongée est plus faible, le courant de remontée va être plus faible aussi, avec ce que ça peut avoir comme conséquence sur nos climats. Et ce qu'il faut voir, c'est que la chaleur, en fait, ces courants-là, leur rôle, c'est de prendre la chaleur. Il y a plus de chaleur au niveau des tropiques, c'est de prendre la chaleur des tropiques et de l'amener vers les pôles. Et si ça peut plus aller vers le pôle nord, ça va partir vers le pôle sud. Et là, ça va déstabiliser l'Antarctique. Donc en fait, c'est vraiment un système de bascule. J'en parlerai un peu plus tard. On a aussi des évidences dans le passé de ce genre de bascule. D'accord. On continue avec l'effet domino ? Oui, ou peut-être juste avant de ça, revenir un petit peu sur ces histoires de durée. Donc, point de bascule, tu as parlé un moment d'effondrement de la glace de surface qui permet au glacier d'avancer assez brutalement. Quand tu dis assez brutalement, l'échelle de temps, c'est quoi ? Si je dis, voilà, j'ai un éclatement du glacier de surface, du glacier flottant. Voilà. Pour le glacier Thwaites, les simulations vont entre quelques centaines d'années, même pas, à quelques milliers d'années. Ça dépend ça fait partie des incertitudes. Pour bien préciser, quand tu dis quelques centaines d'années, c'est-à-dire qu'à un moment dans ces quelques centaines d'années, il peut se produire un événement abrupt ou pendant une centaine d'années, ça va se dégrader au fur et à mesure ? Bon, je pense que ça va se dégrader au fur et à mesure. Après, je pense que plus c'est profond, plus ça va vite en fait. Et donc ça peut accélérer comme vitesse. Après, il y a une autre instabilité dont j'ai pas parlé là, qui est l'instabilité des falaises marines. C'est-à-dire si on enlève toute la partie flottante, il reste une grande falaise. Ici, on sait bien, la Chartreuse, elle continue à tomber. La glace, c'est pareil, ça peut pas tenir en forme de falaise pendant très longtemps. Donc ça peut s'effondrer, et ça aussi, ça peut faire une instabilité. Mais on n'est pas dans de l'instabilité hollywoodienne où en 3 mois, tout à coup, le niveau des mers monte de 50 cm. Ça, c'est pas possible. Non. On est d'accord. Hein. Non, quand on regarde, j'ai après une slide sur les projections du niveau des mers, donc non, c'est pas comme ça. Je pense que le seul endroit où c'est arrivé, c'est dans la mer Noire, quand le niveau des mers est monté pendant la déglaciation et au moment où l'eau a passé le détroit et s'est mis à tomber dans la mer Noire, et je crois que ça montait de 20 cm par jour. Ok. Donc les dominos. Les dominos. Alors, les scientifiques sont conscients de toutes ces interactions. C'est vraiment étudier le système Terre. Alors, ça va avec les progrès des machines, parce qu'avant, on ne pouvait pas se permettre d'étudier tout ça. On pouvait faire des modèles conceptuels avec ça, mais on ne pouvait pas vraiment étudier tout ça. Maintenant, on commence à avoir plus les moyens de calcul. Et donc les dominos, ici sur la droite, vous avez la liste des dominos qui pourraient aller ensemble. Donc le Groenland, la MOC, l'Antarctique de l'Ouest, l'oscillation El Niño. Alors, c'est pas... On ne sait pas bien, en fait, si l'oscillation El Niño, elle peut pas affecter l'Antarctique de l'Ouest. Parce que quand on regarde bien, El Niño, c'est là, et la mer d'Amundsen, c'est là. Donc en fait, il est possible aussi que la circulation dans la région Pacifique Sud puisse affecter l'Antarctique. Et puis la forêt amazonienne, qui est aussi touchée par la quantité d'humidité. Et là, vous voyez, pour l'instant, on ne sait pas encore dans quel sens la circulation thermohaline la MOC pourrait jouer sur la déforestation. Donc en fait, il y a encore des points d'interrogation, mais les gens se préoccupent vraiment de ces problèmes de domino parce que c'est un enjeu d'adaptation, savoir à quoi on peut... Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, moi, quand j'avais fait justement la précédente conférence pour les Cafés Collapse,
La R5 venait de sortir. J'ai surtout travaillé sur l'Assessment Report 4 qui était plus documenté, relu, etc. Et c'est vrai que tout ce qui était point de bascule, on en parlait un petit peu, mais de façon isolée, énormément en silo. Et tu me dis maintenant, donc, il y a des gens qui travaillent effectivement sur les interactions potentielles entre tous ces points de bascule, modélisés de façon quantitative et pas seulement qualitative. Oui. Alors en fait, les glaciologues, alors, du fait d'avoir déjà plein de points de bascule identifiés en glaciologie, et aussi le fait qu'on ait des carottes de glace qui donnent une idée de ce qui s'est passé dans le passé, ont rapidement identifié les interactions Groenland, Amok, Antarctique depuis pas mal de temps avec un processus qui s'appelle le bipolar CISO, la dent de scie bipolaire. Et c'est ça fait longtemps. Mais après, entre identifier que ça peut se passer et puis avoir les moyens numériques de regarder comment ça se passe, c'est pas forcément évident. Oui. Alors, dans l'adaptation, il y a une question qui est cruciale, c'est comment on peut détecter qu'on est en train de tomber dans un point de bascule. Alors, l'explication intuitive, c'est celle-ci. Vous reconnaissez au premier plan ici le système avec deux creux, avec la possibilité de passer d'un creux à l'autre. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas des creux qui sont fixes, c'est le système lui-même qui change de... C'est comme une feuille de caoutchouc où on ferait des trous avec les billes qui vont de l'un à l'autre, enfin où on appuierait. Donc en fait, on comprend bien que quand le système est bien creux comme ça, la bille, avec la variabilité naturelle, elle va faire des excursions, mais comme c'est raide, elle va pas les faire très loin, puis du coup elle va les faire assez vite. Par contre, quand le système devient beaucoup plus plat et où du coup elle est sur le point de passer dans un autre état, elle peut faire des excursions beaucoup plus longues et avec une période beaucoup plus grande parce que ça prend du temps d'aller faire des balades à gauche et à droite. Et en fait, c'est une des méthodes pour détecter les précurseurs de passage d'un point de bascule, c'est que l'amplitude des excursions augmente et leur période diminue. Leur période s'allonge. Ouais. Diminue. Ouais. Non, s'allonge. Elle s'allonge. Leur fréquence diminue. Donc en fait, je pense que pour chaque point de bascule, il y a des gens qui sont en train d'étudier ça. C'est vraiment un des dans les mathématiques des systèmes, c'est un truc super classique en fait. Et puis on peut regarder le passé. Alors, ce qu'on peut regarder dans le passé, c'est déjà les échelles de temps d'un système. Par exemple, on sait qu'une calotte glaciaire, ça met très longtemps à pousser, au moins 40 000 ans, plutôt 80 000 ans. Et puis ça met moins longtemps à se détruire, 10 000 ans pour la dernière déglaciation. Donc en fait, ça donne une idée de comment fonctionne le système. Parce qu'on a des observations satellites, mais sur 40 ans. Donc en fait, les systèmes qui ont des plus grandes durées de vie et des plus grands temps de réaction, c'est le problème de détecter. On peut aussi regarder quelle est la valeur du point de bascule. Quand on dit pour le Groenland, c'est 1,5 degré, pour l'Antarctique aussi, mais pas pour les mêmes raisons, on peut regarder le niveau des mers dans le passé. Et donc, vous voyez le niveau des mers à plusieurs périodes. Alors, d'abord le présent. Cette période-là, c'est la précédente période interglaciaire qui s'appelle l'Éémien, ou MIS 5E. Un autre interglaciaire qui avait la particularité d'avoir duré très longtemps. Il a duré 40 000 ans à cause de la conformation astronomique, enfin des paramètres orbitaux de la Terre. Et donc, à l'Éémien, au dernier interglaciaire, le niveau des mers était jusqu'en face du Groenland, du Portugal. Donc en fait, ça a traversé l'Atlantique. Et ça s'appelle les Heinrich Events.
Et là, on soupçonne que c'est une instabilité de la calotte glaciaire liée à un réchauffement des eaux, non pas les eaux de surface, mais les eaux de subsurface, en dessous de la partie flottante, par exemple. Et il y a plusieurs points de bascule qui ont été évoqués pour ces données-là. Et là, on a vraiment quelque chose, une évidence, et ça fait 20 ans que c'est étudié, et c'est vraiment une évidence de phénomènes qui se sont passés. Donc il y a vraiment des points de bascule qui arrivent. On soupçonne l'AMOC. Un des problèmes, c'est que les modèles de climat qui essayent de reproduire le climat du passé, ça marche pas mal, mais pas pour l'AMOC. Et pour l'instant, c'est encore une des difficultés. C'est-à-dire, ils prennent les modèles qui participent au GIEC. Donc, il y a les expériences CEMIP pour le présent, et ils font des projections pour le futur. Et ils prennent les mêmes modèles et ils les appliquent aux conditions glaciaires, et ils essayent de voir s'ils reconstruisent tous les proxys, toutes les indications qu'on a. Et ça marche pas très bien. Et en fait, tout à l'heure, je disais, on n'a pas de possibilité de changement abrupt sur des périodes de 50, 100 ans. Et là, tu es en train de me dire que des fois, en 50, 70 ans, il se passe des trucs assez brutaux quand même. Et que c'est lié à des choses que les modèles n'arrivent pas à couvrir. Alors, les Heinrich Emmett, on arrive un peu à les simuler. Les Dansgaard-Ogier, je ne sais pas exactement. Alors, on va venir sur le dernier point dont on avait prévu de parler, puisque justement, tu as reçu un prix aussi comme étant un peu la maman de la modélisation des calottes. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de modélisation justement et de tout ce qu'il y a derrière la modélisation des calottes. Juste un petit complément pédagogique, la partie supérieure droite du graphique du haut, c'est l'Holocène, hein, c'est ça ce qu'on voit Oui, alors ça c'est la période glaciaire, voilà. Et puis là on arrive dans l'Holocène. Ok, merci. Je vais juste être sûr pour de la bonne lecture. Merci. Alors, une autre façon d'étudier les points de bascule, c'est les calculs. Alors, comment ça se passe ? Les modèles de climat, les modèles de calotte glaciaire, en fait, c'est des objets informatiques qui permettent de reproduire l'évolution des systèmes. Donc, on prend les équations de la physique, on les applique à l'objet qu'on veut étudier, éventuellement, on les couple avec d'autres objets du même genre, et puis on les met en numérique, on découpe le domaine en petits morceaux parce que c'est plus facile de résoudre les équations comme ça. L'échantillonnage ? Là, c'est pas de l'échantillonnage, c'est de la discrétisation. D'accord. On découpe en petites mailles. Alors, plus on a des moyens et plus on peut faire des petites mailles. Et ensuite, on passe ça en informatique et après, on analyse les résultats. Donc, ça reproduit l'évolution des systèmes avec des défauts, mais des défauts relativement bien identifiés. Il y a des paramètres qu'on pourra difficilement connaître. La façon dont la glace frotte sur le socle rocheux, sous 3000 mètres de glace, c'est pas super facile à mesurer. Et on peut à peu près trouver comment ça se passe maintenant, mais comment ça se passe au cours du temps, suivant là, ça devient carrément... Alors tu m'as dit justement, c'est pour ça que tu t'es penché sur l'IA et les réseaux de neurones, c'est à partir des données d'observation satellite des 40 dernières années, arriver à intégrer les paramètres par rétrocalcul en quelque sorte. Alors on utilise énormément les données satellites dans des méthodes d'assimilation. Alors, il y a plusieurs types de méthodes d'assimilation, hein. Il y a des méthodes statistiques, il y a des méthodes différentielles, variationnelles. Mais l'idée, c'est de prendre en compte les observations qu'on a. Mais on n'a que 40 ans sur un système qui évolue quand même d'une façon un peu plus lente. Et ce qui se développe énormément maintenant, c'est des méthodes d'ensemble. C'est-à-dire, on sait qu'on a une incertitude liée aux paramètres. Il y a eu une époque où, de toute façon, on faisait tourner un modèle, on regardait à l'arrivée, on disait « Ah, ça colle pas », on recommençait. Et alors maintenant, il y a des méthodes plus sophistiquées et surtout, on a pris l'habitude de faire
on a un ensemble de paramètres, on essaye de les répartir le plus homogènement possible, et on utilise ce qu'on appelle des méthodes d'ensemble on fait tourner le modèle avec plein de jeux différents de paramètres. Chaque simulation, c'est un membre de l'ensemble. Éventuellement, ça peut être avec différents modèles, comme ça on fait aussi l'incertitude liée au modèle numérique qu'on utilise. Et ce que ça produit, c'est non pas ça, c'est le niveau des mers qui arrivera le mercredi 15 avril 2052, mais des fonctions de probabilité, parce que ça serait n'importe quoi, mais c'est des fonctions de probabilité. On peut dire, il y a 95 chances sur 100 qu'on ne dépasse pas 60 cm à telle date. Et en fait, pour les gens qui construisent des digues, c'est quand même ce genre d'informations dont qu'ils ont envie d'avoir. Et éventuellement, on tient compte des observations. On essaye de partir un peu dans le passé pour balayer la zone où on a des observations. Et après, on peut mettre un poids sur les simulations. Celles qui marchent bien, elles sont plus fortes dans la probabilité que celles qui marchent pas bien. Donc, il y a aussi une intégration de toutes les données issues des calottes pour essayer d'affiner la modélisation. Voilà, on peut aussi essayer de regarder ce modèle-là, est-ce qu'il arrive à me reproduire le niveau des mers du mid-Pliocène où le niveau des mers était 15 mètres au-dessus de maintenant. Et on garde que les simulations qui arrivent à reproduire ça. Et les accidents de 50-70 ans, alors pour l'instant on est toujours un peu dans le flou. Ah oui, alors ça c'est vraiment plus... C'est l'épine dans le pied, alors, ça. J'en sais rien parce que je suis pas océano, mais la circulation océanique, c'est un domaine qui est compliqué parce qu'il y a de l'énergie dans toutes les longueurs d'onde en fait dans l'océan. Dans l'atmosphère, moins. Il y a des gros domaines, mais dans l'océan, il y a de l'énergie à tous les niveaux. C'est une chose dont on n'a pas parlé du tout, c'est l'énergie, mais ouais, ça vaudrait le coup. Ouais. Et donc là, je vous ai remis une petite figure des projections du GIEC, donc qui sont sorties l'année dernière. 13 modèles de calottes, 5 modèles de climat pour forcer les modèles de calottes, plein d'expériences différentes, tout ça, plein de simulations différentes. Je ne sais plus, il y avait plus d'une centaine de simulations. Et donc ça donne ce qu'on attend comme variation en fonction du scénario climatique envisagé, suivant qu'on est gentil ou pas avec le carbone. En fait, actuellement, on est plutôt sur la branche jaune au milieu. Et là, on voit que, en fait, la montée du niveau des mers, ça serait au moins 50 cm, ça peut monter à presque 1 mètre. Ça donne une idée de l'incertitude. Alors, le seul problème, c'est que ça, c'est pour 95% des expériences. Mais il y a quand même des expériences qui se sont débrouillées pour faire ça, avec des paramètres plausibles. Donc en fait, la probabilité d'un événement comme ça est faible. Mais, alors je vous raconte, c'est évident qu'il y a un point de bascule ou deux qui est passé dans ce cas-là. La probabilité est faible, mais le risque est fort. Donc on ne peut pas exclure ce genre de choses. Et surtout quand on regarde à 2300 ans, les scénarios les plus gentils, en bleu là, ceux où faut pas trop se faire d'illusions sur le fait qu'on soit capable de suivre ces scénarios. Accord de Paris, disons. Ils vont déjà jusqu'à 3 mètres de niveau des mers. Entre 1 et 3 mètres de niveau des mers. Et le scénario le plus fort, alors qui est un peu exagéré, lui, il va de 2 mètres à 7 mètres. Alors, c'est de pétrole. On a forcément passé des points de bascule, là. L'Antarctique de l'Ouest, c'est 3 mètres de niveau des mers. Si on est à 5 mètres, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui sont passées. Le Groenland et l'Antarctique de l'Est. Et on ne peut même pas exclure. Alors, le cas extrême ici, il se retrouve à 2300 ans, et là, c'est 15 mètres de niveau des mers. Et on ne peut pas l'exclure. Donc en fait, et là, il y a plein de points de bascule qui sont passés, 2 en Antarctique de l'Est, l'Antarctique de l'Ouest a disparu, le Groenland a bien fondu, et voilà. Ce qui est impressionnant là-dedans, c'est que, c'est ce que je disais tout à l'heure, on parle toujours de 2050 et de 2100,
Mais il y a après aussi. Et le après est déjà lancé pour un certain nombre de choses. Les calottes vont continuer d'évoluer, particulièrement celle du Groenland, si j'ai bien compris. Alors, le Groenland va... les deux vont évoluer, vont continuer à évoluer. Il ne faut pas espérer que si on arrête d'émettre du carbone, ça va s'arrêter. Parce que les calottes, elles ont pris un certain état avec un climat pré-industriel. On les met dans une condition plus chaude. Tant qu'elles n'ont pas retrouvé un état d'équilibre, et ça met des centaines d'années, elles vont continuer à perdre de l'eau. Donc on ne peut pas imaginer qu'elles perdent moins que maintenant. Et là, dans ces cas-là, les pôles, les calottes, l'Antarctique, tout ça, ok, mais Londres, Pays-Bas, une bonne partie de l'Océanie, une bonne partie de l'Inde, c'est comparable. Alors Londres est déjà à 2/3 inondable. Ils ont mis des portes, mais bon, pas pour supporter des trucs trop énormes. Si on se limite à 1 mètre, je pense que ça laisse le temps de construire d'autres ouvrages, de déménager certaines villes. Et en fait, en termes d'adaptation, le plus gros problème, c'est la vitesse à laquelle ça se passe. Si ça se passe trop vite, les gens n'ont pas le temps de s'adapter, et c'est là que c'est vraiment catastrophique. Après, ça réduit aussi... Le problème du niveau des mers, c'est que ça sale les nappes phréatiques. Quand la mer monte, ça sale les nappes phréatiques. Donc ça réduit aussi les endroits où on peut faire de la culture. Et oui, c'est pas tout de suite, mais parce que c'est des systèmes lents, mais faut pas trop se faire d'illusions. Je pense pas qu'on reste dans la barre bleue, par exemple. Je pense qu'on va être dans une barre entre les deux, au mieux. Et quand tu parles d'adaptation, alors là, c'est peut-être Nicolas, dans le cadre d'une autre présentation, qui pourrait nous dire que l'adaptation dans un monde où l'énergie se raréfie, c'est de moins en moins simple aussi. Ah oui, c'est clair. C'est clair qu'il vaut mieux construire les digues maintenant, pendant qu'on a encore les moyens de les construire, mais surtout réfléchir à qu'est-ce qui est le plus rusé. Il y a des choses où effectivement c'est rentable de construire des digues, et puis il y a des choses, moi pas la vache les flots, franchement, je suis quand même à peu près sûr qu'il faut qu'ils déménagent. Bon. Ce qu'on peut retenir de tout ça, donc? Alors ça, c'était un article qui disait quelque chose de pourquoi on a eu raison de mettre ces bornes-là dans les accords de Paris. En gris, vous avez les accords de Paris. Chaque barre, c'est un point de bascule. La hauteur de la barre, ça représente à quel point il y a une incertitude sur la valeur du point de bascule lui-même, et à quel point ça peut être dramatique en fonction de l'endroit où on est. Et on voit déjà que ces 5-là, ils sont atteints. C'est-à-dire que l'Antarctique de l'Ouest, il est déjà vers 1,5, donc en fait, il y a déjà un glacier qui est parti. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en Antarctique, chaque bassin versant va avoir sa valeur de point de bascule. Le Groenland, on sait depuis longtemps, c'est un truc plus lisse, c'est à moins de surprises. La surprise, elle peut venir de quel climat est fait sur le Groenland, mais pas de la calotte elle-même. La glace de mer en été, c'est aussi dans les environs de 1,5 degré. Les glaciers de montagne, il ne faut pas se faire trop d'illusions sur les glaciers à la fin du siècle. Il va rester des petits bouts. Vincent, qui est là, a fait des superbes simulations je ne me rappelle même plus de quel glacier, un glacier du Mont Blanc, d'ici la fin du siècle. Et c'est sûr qu'il risque de perdre énormément. Quant aux coraux, ils n'ont pas... Les coraux, là où ils sont, ils n'ont pas énormément de chances de survivre. Après, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui vont se débrouiller pour migrer le long de la côte et descendre un peu. Peut-être qu'ils seront en Tasmanie à la fin du siècle. J'en sais rien. Après, il y a des points de bascule qui sont au-dessus des valeurs de l'accord de Paris, mais qui sont quand même vers 3 degrés.
Donc c'est l'Amazonie, la forêt boréale. En fait, la forêt boréale, cet article a été publié avant les grands feux qu'il y a eu ces dernières années, et ça permet de douter un peu de la valeur du point de bascule qu'il donnait. La circulation thermohaline, le Sahel, la désertification du Sahel, El Niño. Puis là, on voit arriver l'Antarctique de l'Est, donc qui demande plus de chaleur pour partir, mais 4 degrés. Le permafrost et la glace de mer en hiver, qui là, c'est plus... Mais quand vous regardez, ça, c'est les scénarios climatiques. Donc ici, vous avez, en fonction du temps, depuis 20 000 ans, ça, c'était la période glaciaire. Vous voyez, la température s'est réchauffée. Vous voyez à quel point c'est mou comme montée, hein, avec cette échelle-là. Et là, vous avez les scénarios. En noir, c'est ce qui est observé. Et puis, vous voyez les scénarios. Donc, en fait, l'existence des points de bascule, qui ne fait pas de doute, au moins pour certains points de bascule, c'est une excellente motivation pour limiter le changement climatique. Parce que, honnêtement, si tous les points de bascule, ou même quelques points de bascule, se mettent à faire des effets dominos, les simulations, je ne suis pas sûre qu'elles soient robustes. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans tout ce qu'on fait, il y a toujours les unknown, les inconnus, les gaz inconnus qu'on n'a pas encore détectés. Et ça, plus le système est éloigné du système actuel, et plus on risque d'avoir des choses comme ça. Et c'est d'ailleurs une bonne raison d'étudier le passé, parce que ça met les modèles dans des situations vraiment différentes pour voir comment ils se comportent. Et c'est une des grandes motivations des modélisations du passé. Et toute petite piqûre de rappel d'un café précédent, une étude d'opinion auprès des contributeurs du GIEC indiquerait que les 2/3 d'entre eux environ pensent qu'on est engagé sur plutôt RCP6, si je dis pas de bêtises. Non, on est plutôt le RCP. Alors maintenant, on est SSP. SSP. Mais c'est plutôt 4, 5, entre les deux en fait. D'accord. Entre le 4, 5 et le 6. Voilà. Non, mais quand même, il y a eu des progrès de fait. Alors c'est sûr que... Mais même l'accord de Paris, ça suffit pas à faire... C'est ça, moi, le souvenir que j'ai, c'est que le RCP 2.6, c'est celui où on fait un point d'inflexion au niveau de l'émission des gaz à effet de serre d'ici 5 ans, et qu'on réduit fortement d'ici 2050 pour être quasiment à la neutralité carbone. Donc c'est considéré comme techniquement réalisable, mais socialement absolument impossible à imposer. Le 8.5, c'est considéré comme impossible parce que de toute façon, on va manquer de fossiles pour le faire. Ouais. Mais par contre, entre le 4.5 et le 6, oui, là, il y a de la marge. Et on expose bien l'accord de Paris, et les 5 premiers points de bascule, on les a. Merci pour la nuance, et de toute façon là on rentre dans quelque chose de l'ordre de l'opinion, et on sort de la modélisation. C'était aussi pour faire une passerelle avec des choses qu'on a pu dire avant et les mettre à jour. Donc on dira après. Ouais. Après, il y a la question de l'overshoot. C'est-à-dire que même si on met trop de temps à réduire le carbone, on peut avoir une montée au-dessus de 1,5 degré, au-dessus de 2 degrés, mais ensuite une redescente. Et le problème, c'est que certains points de bascule peuvent en profiter pour se déclencher. Et l'hystérésis fait qu'ils ne reviendront pas facilement. D'abord, je pense qu'on peut les applaudir pour leur... Voilà, et puis c'est le temps de l'échange et des questions, des compléments d'infos ou de vos interventions. Je distribue le micro. Bonjour et merci pour la présentation. Donc, oui, vous avez parlé en introduction un tout petit peu du permafrost et de est-ce qu'on estime que c'est un mécanisme d'amplification ou pas. Et j'ai vu récemment que là, les émissions de méthane mondiales qui s'étaient un peu stabilisées repartent à la hausse. Et là, apparemment, on a des études qui ont l'air de montrer qu'une bonne partie de ce méthane, enfin de cette surémission de méthane serait liée à des émissions naturelles, entre guillemets, enfin du méthane qui fondrait
Alors ça, je sais pas, j'ai peut-être pas très bien compris si ce serait du permafrost ou des hydrates de méthane. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Est-ce que c'est un truc qui serait significatif? Il me semble que ça arrive plus vite que ce qui était anticipé. Est-ce que c'est pire que ce qui était dans le rapport du GIEC qui vient de paraître? Est-ce que ça change quelque chose ou pas? Alors, je suis pas spécialiste, mais j'ai écouté il y a quelques jours un exposé de mon collègue Gerhard Kriner, qui lui est spécialiste du permafrost et du méthane dans le permafrost, et qui disait que justement le dernier rapport du GIEC était plutôt modéré par rapport au rôle que la fonte du permafrost pouvait avoir. Il n'a pas parlé des hydrates de méthane, qui effectivement sont dans l'océan et émettent de temps en temps. Je pense qu'il va y avoir des gros progrès parce qu'il y a des progrès techniques de mesure. D'abord, il y a des satellites qui commencent à mesurer, il y a des constellations, je crois, qui commencent à mesurer le méthane, les émissions de méthane, et qui d'ailleurs peuvent mettre le doigt sur le mauvais entretien des canalisations. Et même plus que le mauvais entretien, le manque de protocole correct quand il y a une réparation à faire. Le protocole étant on ferme la vanne en haut, on laisse vider, et puis on répare, alors qu'il devrait y avoir une façon de faire qui n'ait pas besoin de vider les tuyaux complètement. Donc, je ne sais pas à quel point, mais j'ai vu aussi que la concentration en méthane repartait, et le méthane est 20 fois plus efficace que le CO2. Alors, par contre, il n'a que 10 ans de durée de vie dans l'atmosphère. Et d'ailleurs, c'est un des points, c'est si on veut faire des efforts très rapidement, c'est sur les autres gaz que le CO2 qu'on peut les faire, et avoir une action dans les 10 ans qui est efficace pour les 10 ans à venir. Alors il y a le méthane, et puis il y a un truc qui est émis par les intrants dans l'agriculture. Protoxyde d'azote. Moi, je sais que ce que j'avais lu aussi, c'est que le méthane provient aussi de beaucoup, comme Catherine l'a dit, d'installations industrielles qui soit ne respectent pas les normes, soit les normes prennent pas en compte la possibilité du relargage du méthane dans l'atmosphère. Et que ce serait nettement plus important que ce qu'on avait évalué précédemment. Voilà, mais c'est des lectures, je ne suis pas capable de sourcer précisément. Hein. Ce que j'avais vu très récemment, c'est que c'était une étude sur les concentrations isotopiques du carbone dans le méthane, et que du coup ça permet de faire de différencier entre ce qui est émis par les sols ou les océans et ce qu'on émet nous, enfin je crois. Oui, Mais tout à fait. bon, Le carbone 13 permet de faire la différence suivant l'origine du méthane. Le rapport carbone 13, carbone 12. Ouais, Jean-Philippe. On parle toujours du 14, il n'y a pas que lui. Hein. Oui, vous avez parlé par moment de mesures d'adaptation et de digues. Alors j'aimerais avoir un peu des compléments d'information sur ce qui est imaginé aujourd'hui. J'ai lu un article récent sur on allait peut-être fermer la Méditerranée au niveau de Gibraltar et de la mer Rouge. Alors c'est sans doute complètement débile, alors j'aimerais avoir votre regard là-dessus. Je trouve ça débile aussi, mais la géo-ingénierie est un risque. Alors qu'est-ce que vous entendez par digue, vous ? Hein ? Qu'est-ce que vous entendez par digue quand vous en avez parlé tout à l'heure ? Par digue, c'est juste pour protéger une ville. Juste à ce niveau-là, d'accord. Oui, New York, je sais qu'ils envisagent de construire une grosse digue pour protéger New York. Mais après, c'est vraiment quelque chose où, site par site, il faut voir quelle est la meilleure stratégie. En fait, nous, notre rôle, c'est de dire, voilà les probabilités d'évolution. Et après, c'est les gens qui font plus de l'aménagement du territoire, avec les scientifiques qui s'occupent du trait de côte et des choses comme ça, qui peuvent dire ça c'est plus pertinent ou pas. Après, il y a beaucoup dans les adaptations, il y a tout un mouvement vers des adaptations naturelles. Par exemple, les mangroves, par exemple, simplement arrêter d'essayer d'habiter juste à côté de la mer. Et
Et c'est peut-être... je pense qu'il faut choisir endroit par endroit. Jakarta, enfin, ils sont en train de déménager la capitale d'Indonésie parce que... alors, pas tellement à cause de la montée du niveau des eaux, de la mer globale, mais parce que eux, ils pompent tellement dans la nappe phréatique que Jakarta s'enfonce. Ce qui arrive aussi dans plein d'autres pays, en fait. Et il y a aussi des lieux où l'adaptation va être très problématique. Je pense à Mumbai, en Inde. Mumbai, qui est construit sur un ensemble de 7 îles qui ont été reliées les unes aux autres et où il y a 14 millions d'habitants et qui n'a pas les moyens financiers de New York pour poser des digues. Voilà, donc là, l'adaptation, ça va être une autre paire de manches. Enfin, 14, je crois que c'est même plus maintenant, mais voilà. Merci. Mais la solution technologique est pas forcément la plus pertinente. Alors ça, c'est mon avis, ne devrait être réservé à quelques cas particuliers. Bonsoir, je vous remercie déjà pour toute la présentation, c'était vraiment très intéressant. En introduction, vous nous avez parlé par exemple que le fait qu'il neige, quelque part ça réentraîne de la neige et du coup qu'on pouvait passer dans des points de bascule de manière assez naturelle et que ça s'est déjà fait dans l'histoire. Et à un autre moment, vous nous avez parlé des périodes de glaciation, de réchauffement qui se sont produits aussi dans l'histoire, notamment une qui avait été très importante parce qu'elle correspondait au cycle du coup qu'on retrouve dans l'astronomie avec la position de la Terre par rapport au Soleil. Pour moi, les périodes de glaciation et de réchauffement étaient exclusivement dues à ces cycles du coup qu'on retrouve au niveau de l'astronomie. Et là, j'ai l'impression que vous dites que c'est finalement des points de bascule qui se produisent de manière régulière dans l'histoire de la Terre et qui, en plus, parfois correspondent à des sites, à des périodes, du coup, avec la position du Soleil. Alors, dans les cycles glaciaires-interglaciaires, le pacemaker, c'est l'orbite de la Terre. Tous les 3 caractéristiques de l'orbite de la Terre, qui sont l'ellipticité, l'obliquité, c'est-à-dire à quel point l'axe de la Terre est penché, et la précession des équinoxes, parce que qui fait quelque chose sur les saisons. Ça, c'est vraiment le pacemaker. Mais si on regarde la quantité d'énergie qui arrive sur Terre, ça suffit pas à expliquer les entrées en glaciation ou pas. Il faut forcément avoir des processus non linéaires qui ont augmenté l'impact de ces variations. Et ces processus sont liés aux rétroactions comme la rétroaction de l'albédo, la rétroaction de l'altitude. Donc en fait, le forçage lui-même est faible, mais l'impact, c'est parce que le système Terre a amplifié les variations, en particulier avec... c'est un des points où les calottes de glace ont joué un rôle très important dans l'amplification de ce qui se passait au niveau de la quantité d'énergie qui arrivait sur la surface de la Terre. Et il y a pu y avoir justement des points de bascule où on rentrait du coup dans une phase de réchauffement ou de refroidissement exclusivement dû à ces points de bascule et non dû au Soleil, par exemple. Alors, il y a 55 millions d'années, il y a eu un épisode de 500 000 ans très chaud. Il y avait des crocodiles au niveau de l'île d'Ellesmere, qui est au nord du Groenland. Ça, on pense que c'est un dégazage de méthane. Enfin, une des hypothèses, c'est un dégazage de méthane, des clatrates de méthane de l'océan. Donc ça, c'est un exemple. Après, honnêtement, l'insolation, pour passer du glaciaire à l'interglaciaire, les variations d'insolation, Vincent, tu me corrigeras si je dis des bêtises, mais elles sont justement, on a toujours eu du mal à simuler les déglaciations parce qu'il n'y avait pas suffisamment de variations, même en forçant avec du CO2, on a toujours eu du mal. Et là, forcément, il faut qu'il y ait aussi des systèmes de bascule dans le système terrestre. J'ai une petite question. Comment vos collègues, vos jeunes collègues, qui aujourd'hui, scientifiques, qui aujourd'hui font des études où ils se projettent à 500 ans, à plusieurs centaines d'années, arrivent à vivre, parce qu'en général, quand on fait ce métier, c'est parce qu'on a une certaine idée du progrès, de la connaissance et tout ça, on fait ça pour l'humanité. Se projeter à ces échelles de temps où ça a l'air assez sombre finalement, on se demande pour qui on fait ce travail, est-ce que juste le plaisir intellectuel leur suffit,
ou comment c'est géré? Vincent, L'alcool. il vide la cave. Oui, alors je suis Vincent Pelliot, pardon. Je suis aussi chercheur à l'IGE, le laboratoire de Catherine. J'ai fait mes études sous sa supervision d'ailleurs. Et donc moi, ça fait 20 ans que je fais de la glaciologie. Et comment dire? Alors, au bout d'un moment, on s'y fait. On se dit que finalement, voilà, quand on regarde aussi des cycles qui durent longtemps, des cycles géologiques, bah, il se passe des événements brusques, catastrophiques. Là, ça en est un. Voilà, ce qui n'empêche pas que... j'ai beaucoup de collègues qui sont quand même... qui essayent de faire des choses, qui essayent de parler, de faire de la communication pour effectivement essayer de faire ce qu'ils peuvent faire à leur niveau pour que le message passe mieux, parce que c'est pas réjouissant. Voilà, c'est pas réjouissant, donc mais on s'y fait. Pendant longtemps, on a hésité entre militer et garder une posture de scientifique, parce qu'on avait peur que le fait de militer nuise à à la valeur de ce qu'on pouvait dire. Et c'est toujours une question cruciale. Et on s'est posé la question pendant un moment, et puis on a un peu tous collectivement basculé. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, la communauté des glaciologues, paléoclimatologues, tout ça, a eu beaucoup d'influence dans le GIEC. Parce que Thomas Stocker, c'est un paléoclimatologue, Jean Jouzel aussi, Valérie Masson-Delmotte aussi, et c'est le fait de voir le passé et de voir à quel point ce qui est en train de se passer est rapide et à quel point la vitesse est cruciale dans les choses que ça peut changer. Ça nous a convaincus d'essayer. Si je suis là ce soir, c'est aussi en partie pour ça. Mais bon, ça fait 30 ans qu'on crie. Hein. C'est une question que je t'ai posée d'ailleurs tout à l'heure avant qu'on commence. C'est des fois tu décris des événements qui somme toute peuvent sembler un peu catastrophiques, avec presque une espèce de fascination morbide, parce que on a réussi à comprendre le mécanisme, à expliquer le phénomène, et il y a quelque chose de la jubilation d'avoir décortiqué le mécanisme scientifique, mais en même temps on est en train de dire quelque chose de terrible. Oui, alors on est les premiers à être conscients des incertitudes de ce qu'on fait. Et le cap à faire des études où on sortait des probabilités qu'un événement arrive ou pas a été un cap important qui est passé il y a 5-6 ans, je pense, où on s'est vraiment posé la question de comment il fallait présenter ça. Moi, j'ai découvert qu'en fait, la version au risque dépendait complètement suivant les domaines. Et Mais si on n'arrive pas à reproduire des événements du passé catastrophiques qui se sont passés, tant qu'on n'arrive pas, on n'a pas confiance dans nos simulations. Forcément. Donc c'est pas grave. Après, je ne sais pas si on a un réchauffement tel qu'il y ait une montée du niveau des mers de 15 mètres. Je ne suis pas sûr que ça soit le principal problème. On est d'accord. Ouais, ça se tuile bien ce que tu viens de dire, Catherine, avec ma remarque qui est une question à la limite pour vous deux, pour Laurent aussi. Catherine, on s'est rencontrés à l'occasion de la projection d'un film, et on nous avait demandé d'intervenir un peu. Alors toi, avec ton aura et la rigueur scientifique et l'érudition qui va avec, et puis moi peut-être qui était plus là à l'époque comme le fantaisiste de service qui allait faire de la doom porn. C'est pas tout à fait ce qui s'est passé dans la salle, mais c'était comme ça qu'on communiquait il y a 3-4 ans. Et du coup, ma question pour vous deux, c'est, en fait, en retournant un petit peu la perspective, c'est si vous deviez donner un
un conseil ou une recommandation de communication, enfin des trucs à ne surtout pas dire quand on est effondriste ou collapso, enfin à quoi est-ce qu'il faudrait qu'on fasse attention en particulier du point de vue du climat et ou de cette question particulière des tipping points. Alors il y avait déjà beaucoup de points de vigilance dans votre intervention, mais voilà, sans parler du registre ou de la modalité de la communication, c'est quoi les bêtises à pas dire quand on s'intéresse à ces sujets et que t'entends encore trop? Moi, je pense que faire de la communication, c'est pas suffisant pour que les gens soient vraiment convaincus. Il faut qu'ils soient partie prenante. Il faut qu'ils participent à la recherche. Alors, en termes d'écologie, il y a beaucoup de sciences collaboratives avec des gens qui regardent s'ils ont toujours des pinsons dans leur jardin. Et en fait, il faudrait qu'il y ait ce genre de choses aussi pour tous les aspects climatiques. Moi, je me dis, faudrait qu'on aille, que les enfants dans les zones de montagne, ils aillent regarder les glaciers à côté de chez eux régulièrement. Après-demain, je vais à Sallanches, et au collège de Sallanches, ils font ça. Une fois par an, ils emmènent tout leur 5e sur le glacier de Bionasset pour regarder le glacier. Mais je pense que ça, c'est vraiment le genre d'action qu'il faudrait avoir, et y compris avoir des choses sur le niveau des mers comme ça, en fonction de ce qu'il y a autour. Mais il faut que les gens soient partie prenante, qu'ils aient l'impression d'avoir apporté leur brique à la connaissance pour qu'ils enfourchent le cheval. Ouais, merci. J'aurais Laurent, oui. des compléments à apporter à ça. La question me semble d'une complexité colossale, en fait. En même temps, tu avais su, pardon, je ne voulais pas t'attendre, mais tu avais très bien su, quand on avait préparé ton café, me mettre des barrières, me reprendre sur des tas de points, et il y avait un vrai chantier. Alors peut-être que je partais de bas, mais toujours est-il que il y a aussi une nécessité là-dessus. Oui, alors il y a la première difficulté, c'est qu'on s'adresse à des publics hétérogènes, qui n'ont pas tous le même niveau de formation scientifique. J'ai dit toujours, quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'une exponentielle concrètement, c'est compliqué de comprendre certains phénomènes. Et même, alors moi je ne suis pas chercheur, je suis avant tout enseignant. J'ai une anecdote qui me fait beaucoup rire. Bon, comme je suis vieux, j'ai un fils qui est un peu vieux aussi, et on allait pratiquement tous les ans du côté du Briançonnais, donc on passait le col du Lotaret, on s'arrêtait, on regardait les glaciers, et je lui disais tout le temps, oh là, le glacier il recule, et puis vers ses 17-18 ans, un jour il m'a dit, tu sais papa, ça fait 15 ans que je te prends pour un vieux con, parce que à chaque fois qu'on passe là, tu me dis, oh le glacier il recule, moi je regarde le glacier, mais là, ça y est, moi aussi je le vois. Et en fait, je m'en étais pas rendu compte que je passais pour un vieux con et que lui, il le voyait pas, et qu'à un moment, il l'a vu, mais il y a un moment où les gens sont prêts à entendre des choses ou à comprendre des choses, et quelle que soit la communication, les moyens qu'on met en œuvre, s'ils sont pas prêts à entendre les choses, je crois que c'est le grand échec de l'écologie politique depuis 40 ans ou 50 ans, ça s'est encore confirmé récemment, c'est quand on n'est pas prêt à entendre les choses, c'est difficile de les entendre. Voilà, et j'ai pas de réponse. D'autres questions? Oui, mademoiselle. Bonjour, je voulais vous remercier pour la présentation, c'était super. J'avais une question qui pouvait paraître un peu bête, c'était sur la méthodologie de l'étude justement des phénomènes de là vous avez montré qu'on passait d'une période glaciaire à l'autre, mais comment on étudie ça sur des calottes, enfin des carottes de glace, vu que les glaces c'est quelque chose qui fond puis qui fond, il n'y a pas de stratification comme en géologie avec la sédimentation. Ah si, il y a de la sédimentation, mais c'est pas comme ça qu'on sait. Ce que je vous ai montré, c'est la partie glaciaire interglaciaire. En fait, c'est une courbe de niveau des mers qui est obtenue à partir de la composition isotopique des petites bestioles qui sont au fond de la mer. Alors, sur Terre, la composition isotopique de l'eau, sur l'ensemble de la Terre, elle est fixe.
Mais il se trouve que les isotopes lourds, ils ont tendance à moins s'évaporer et à plus facilement retomber quand ils sont évaporés. Ce qui fait que les calottes glaciaires, en gros, elles sont appauvries en isotopes lourds. Ce qui fait que quand et ça on le voit bien quand on fore et qu'on analyse la composition isotopique des carottes de glace. Mais du coup, pendant les périodes glaciaires, il y avait beaucoup de glace, très appauvrie, et du coup, comme c'est une quantité constante, il y avait l'océan, lui, était enrichi. Et les petites bestioles, quand elles font leur carapace, à base de carbone, mais aussi d'oxygène, elles gardent l'oxygène lourd. Et elles donnent une indication de comment a varié la composition isotopique de l'océan. Alors, il y a le temps de mélange de l'océan, tout ça. Donc, en fait, ce que font les gens, c'est qu'ils prennent des carottes marines qui sont faites dans le sédiment marin, partout sur Terre, enfin surtout dans l'Atlantique, parce que je crois que le Pacifique est un peu trop acide pour pouvoir permettre ça. Et du coup, ça leur donne une idée de comment a varié la composition isotopique de l'océan. Et en gros, c'est un indicateur du volume de glace sur Terre. Enfin, c'est le négatif du volume de glace sur Terre. Et c'est comme ça qu'on voit les variations glaciaires interglaciaires. Ils ont vu ça peut-être 20 ans avant le premier forage glaciaire où on a mesuré l'isotope qui lui donne la température locale. Merci. Il y a un certain nombre de solutions proposées par les gens qui font la géo-ingénierie qui sont basées sur l'albédo, sur la réflexion. C'est quoi la relation qu'il y a entre ces gens de la géo-ingénierie et les spécialistes du monde académique? Je fais me reculer. C'est l'expertise quand même, quelque part, mais est-ce qu'il y a une distance critique? Est-ce qu'il y a une espèce d'hygiène? Alors, il y a le premier qui a proposé d'envoyer des aérosols soufrés dans l'atmosphère pour refroidir le climat, parce que les aérosols soufrés dus à la pollution font écran. C'était Crutzen, prix Nobel de chimie, un grand scientifique de l'atmosphère, un grand chimiste de l'atmosphère. Donc il y a des scientifiques et c'est lui qui a inventé le mot anthropocène. Donc il y a des scientifiques qui s'y penchent. Ça fait longtemps en glaciologie par exemple, ça fait longtemps qu'on sait que la partie flottante et toutes ces histoires-là, c'était une instabilité. Et ça fait... Moi, j'ai des souvenirs de repas de glaciologues où on disait « Ouais, là, on va faire un trou, puis on va aspirer l'océan, et puis ça va toucher, ça va faire un embouteillage, ça va regrossir, et hop, on va passer de l'autre côté de l'instabilité. » Donc, mais alors, le jour où j'en ai discuté avec des océanos, ils m'ont dit « Ah, mais alors, si vous coupez cette cavité, c'est toute la circulation de l'Atlantique qui foire. » Donc, en fait, je pense que c'est extrêmement dangereux. Il y a eu des petites idées sur des petites baies, mais c'est extrêmement dangereux. Après, tous les scientifiques, la plupart des scientifiques que je connais, enfin au moins en France, avec qui j'en ai discuté, on a pas une technophobie, mais une grosse conscience que le progrès technique n'est pas forcément la meilleure solution, ou du moins doit être pris à dose homéopathique. Alors, j'apporterai moi un autre éclairage qui serait peut-être plus correspondant à ce que Nicolas pourrait dire aussi. Qui dit géo-ingénierie dit modification, on va dire, à échelle globale de paramètres climatiques. Et j'ai beaucoup de mal à imaginer que tout ça se passe de façon parfaitement cordiale et pacifique sans une gouvernance mondiale qui, à ma connaissance, n'existe pas. Si on se met à modifier les paramètres de l'atmosphère en injectant des aérosols soufrés, des particules de fer dans les océans, etc., peut-être, mais il y a des pays qui seront peut-être favorables, d'autres qui diront que leurs péninsules nordiques qui sont en train de se déglacer, ça leur va très bien, ou que... Voilà. Donc je ne suis pas sûr que, techniquement, géopolitiquement parlant, de toute façon, on puisse voir émerger ça facilement, sans conflit.
Et peut-être une question sur un autre écueil aussi des scientifiques. Aujourd'hui, enfin, je suis sûr que vous êtes au courant, il y a une action de scientifiques en rébellion contre l'initiative de marchandisation des pôles par la compagnie du Ponant. Qui a... Je vais visiter le Ponant la semaine prochaine. Enfin, le Charcot. Il y a quand même des scientifiques, un peu rhône-alpins en tout cas, qui sont du côté de la compagnie du Ponant. Donc il y a la communauté scientifique est divisée sur ce sujet ou pas? Complètement. Complètement, j'ai passé une partie de l'après-midi à en discuter. Ouais, c'est évidemment du greenwashing. J'ai été vice-présidente du SCAR, qui est le comité scientifique de la recherche antarctique, pendant 3 ans. Et je sais que, par contre, le Ponant, c'est une toute petite fraction, c'est moins d'1% des voyages. 50% des voyages, c'est des voyages chinois. Donc, je sais même pas éthiquement qu'est-ce qui est préférable. Typiquement dans notre labo, la réaction est négative. D'un autre côté, il y a des zones où on n'est jamais passé avec un brise-glace, il y a des mesures qui nous manquent, et eux, ils vont y passer. Et on a eu un exposé de la politique polaire la semaine dernière qui laisse des espoirs, mais faut voir que la France est le seul pays du G7 qui n'a pas de brise-glace. On est le 2e pays qui publie sur les pôles et qu'on a moins d'argent que les Italiens. Je ne parle même pas des Allemands ou des Coréens. Je crois que c'est le moment où on va éteindre les caméras, recommander des bières et que vous allez pouvoir continuer, évidemment, si ça vous dit, à échanger avec nos amis.